Le massacre a fini de susciter une tsunami d'indignation avec un dernier bilan provisoire qui fait état de 160 civils tués. Direction tout de suite le Mali pour y retrouver Serge Daniel, le correspondant de la Radio France Internationale. Serge Daniel, bonsoir. Serge Daniel que nous allons retrouver certainement au cours de cette édition spéciale. Alors, je commence par M. Abderrahmane Gaïdé. M. Abderrahmane Gaïdé, nous l'avons compris, ce qui s'est passé au Mali le samedi dernier, le massacre du village d'Ogosago qui a fini de susciter une vague d'indignation. Alors, la première question est de savoir comment analysez-vous ces événements tragiques qui se sont déroulés au centre du Mali? Merci d'abord de m'inviter pour discuter d'un problème qui me semble être un problème pas seulement malien, mais un problème sénégalais, un problème mauritanien, un problème ouest-africain. Au-delà de la condamnation qu'on peut faire en tant qu'être humain, moi je suis chercheur. Donc souvent, après l'indignation et la condamnation, je pose un œil froid sur la chose pour qu'on puisse l'analyser et voir comment rebondir et faire avancer cette situation. Mais tout cela était prévisible, de toute façon, puisque la dégradation de la situation au Mali date maintenant de presque d'une dizaine d'années. Donc il y a une gangrène qui s'est mise en place à l'intérieur du Mali et qui se solde par ces massacres. Dès qu'un pays en guerre met un processus de milicisation de la population, ça conduit vers des exactions de ce genre. Et puis, donc c'est regrettable, mais c'est, je pense aussi, malgré tout, quelque chose d'extrêmement important pour qu'on puisse penser l'avenir maintenant. Alors, Bakaba, vous, à votre niveau, comment analysez-vous ce qui s'est passé? Mais tout à fait, Ibou, comme l'a dit Nkaïdé, c'était dramatiquement prévisible ces événements-là. Peut-être cette fois-ci, ce qui a été un tournant et qui a ému le monde entier, c'est le nombre très très élevé de victimes et le caractère systématique de la tuerie où on a tué des bébés, des femmes et de vieilles personnes. Mais malheureusement, pour ceux qui suivaient de très près les événements au Mali depuis quelques années, cela rentre dans la routinisation de la violence, puisque dans certaines zones du Mali, peut-être qu'on n'avait pas atteint le même nombre de victimes, mais il ne se passait pas une semaine sans que des civils soient exécutés d'une communauté ou d'une autre. Il y avait, si l'on peut dire, des meurtres de basse intensité, et cette fois-ci, c'est l'échelle qui a été atteinte en termes d'horreur qui a fait que les gens sont indignés et se demandent mais qu'est-ce qui se passe chez le voisin, qu'est-ce qui se passe au Mali. Mais tous les clignotants étaient déjà au rouge, c'était dramatiquement prévisible et c'est ça qui est très très malheureux. La milice qui est présumée coupable de ce massacre avait presque annoncé la couleur, si l'on peut dire, puisque une semaine avant cette tuerie, les chefs de cette milice paradaient dans ce cercle-là en disant qu'ils allaient reprendre leur patrouille. Il faut décoder qu'ils allaient faire une expédition punitive. C'est ça qui fait que ce drame épouvantable indigne tout le monde, puisque tous les gens, tous les connaisseurs et même les personnes qui ont été massacrées avaient alerté le gouvernement malien. Justement, vous parlez d'une milice. Est-ce que vous pouvez expliquer qui forme cette milice? Le gouvernement malien a une longue histoire avec les milices. Et c'est peut-être depuis la rébellion Touareg des années 90 que, confronté à l'ampleur de cette insurrection dans le nord déjà, sous le président Moussa Traoré et les autres présidents, ses prédécesseurs aussi, ont été tentés d'utiliser des milices, d'abord qui s'autoproclament d'autodéfense, mais qui deviennent des parties belligérantes. Et pour aller vite, cette milice Adana Amasougou en langage dogon, signifie un peu ce qui marche ensemble en ayant confiance en Dieu. C'est comme ça qu'ils se sont autoproclamés. C'est une milice dogon qui a certainement cru qu'elle avait un permis de tuer, puisque
il y a eu plusieurs exactions auparavant qui n'avaient pas été sanctionnées. Et ce qui rend la chose encore beaucoup plus dramatique, c'est qu'une partie de l'armée malienne a longtemps été soupçonnée de connivence ou sinon de passivité devant les exactions de cette milice. Est-ce que ces gens-là, qui n'ont jamais été sanctionnés, qui se sont autoproclamés défenseurs des Dogons contre les djihadistes Peul, ou d'origine Peul, n'ont pas cru qu'ils avaient un permis de tuer jusqu'à provoquer peut-être le bain de sang de trop? Est-ce que le gouvernement malien n'a pas joué avec des allumettes, en craquant des allumettes sur un baril de poudre? Parce que tout ça est d'une confondante prévisibilité. Les chercheurs ont alerté, tout le monde sait que la zone de conflit s'est plus ou moins déplacée du nord au centre du Mali. Et là, on a un cocktail explosif de revendications communautaires sur fond de vieilles tensions de compétition pour l'allocation des rares ressources auxquelles se sont greffés maintenant des conflits que les gens veulent tribaliser, alors que ce sont des populations qui ont tout le temps vécu pendant longtemps dans la plus grande harmonie. Je reviendrai à vous, M. Barkaba. Alors, direction le Mali pour y retrouver Serge Daniel cette fois-ci, le correspondant permanent de la Radio France Internationale au Mali. Serge Daniel, bonsoir. Oui, bonsoir. Je tiens tout de suite à préciser que je suis là comme journaliste écrivain et non comme correspondant des RFI, donc les propos que je tiens n'engagent que moi. Justement, journaliste écrivain donc au Mali, Serge Daniel. Serge, vous revenez d'Ogosagou, théâtre du massacre de samedi dernier. Alors, dites-nous, que s'est-il passé réellement? Qu'avez-vous vu et quelle est la situation qui prévaut dans ce village? Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il y a en fait deux Ogosagou. C'est-à-dire, vous avez un Ogosagou, le côté Peul, c'est-à-dire donc un village Ogosagou-Peul, et à 300-400 mètres, vous avez Ogosagou Dogon. Donc, il y a une cohabitation qui n'était pas jusque-là une cohabitation, qui est devenue une cohabitation entre les deux. Ce qui s'est passé sur place, c'est que c'était une opération d'abord planifiée, ça c'est très important de le dire. Les assaillants sont venus à 5 heures du matin, ils étaient armés de couteaux, d'armes blanches, de fusils, de grenades, et ils s'en sont pris à deux symboles du village. Le premier symbole, c'est le chef du village, c'est très important, et le deuxième symbole, c'est un marabout très respecté qui est dans la zone. Et donc, en fait, ce sont les deux concessions situées à l'ouest et à l'est que les hommes armés ont attaqué. Alors, ils ont massacré d'abord le chef du village devant son épouse avant de tuer son épouse, toute sa famille, des dizaines de personnes. Ils se sont dirigés vers le marabout, ils ont fait la même chose. Et systématiquement, ils ont brûlé, ils ont mis le feu au grenier, ils ont calciné les animaux. Je veux dire quelque chose de véritablement planifié. Je pense qu'aujourd'hui, on va jusqu'à 170 morts. Et ils sont repartis comme ils sont arrivés. Il y a eu un, quand même, qui a été arrêté. On espère qu'il pourra parler pour dire qui ils sont exactement. Donc, ce qu'on a vu là-bas, c'est vraiment la désolation. Ça m'a rappelé, il y a une vingtaine d'années, j'étais en reportage, bien une vingtaine d'années, j'étais en reportage en Sierra Leone. Ça m'a rappelé un peu à la Sierra Leone. Ça m'a rappelé des atrocités qu'on voyait à l'époque en Sierra Leone. Provisoire fait état de 160 civils tués. Est-ce que ce bilan ne risque pas de s'alourdir? Alors, je ne vous entends pas bien. Oui, je disais que le dernier bilan provisoire fait état de 160 civils tués. Mais est-ce que ce bilan ne risque pas de s'alourdir? Il risque de s'alourdir parce que vous savez ce qui s'est passé, c'est que bon, il y a eu des tombes individuelles au début, mais après on ne pouvait plus parce que les gens étaient calcinés. Vous voyez des gens calcinés comme si c'était des bêtes. Il y a par exemple à côté d'un puits, j'ai vu dans cette localité, dans ce village, j'ai vu il y a une quarantaine de corps qui ont été enterrés dans une fosse commune. Il y avait d'autres corps à des endroits qu'on ne pouvait pas atteindre à cause de l'odeur pestilentielle, parce que les secours ne s'organisaient pas, n'arrivaient pas à s'organiser à l'époque. Donc évidemment, de l'avis de plusieurs personnes, de plusieurs sources, on risque d'avoir un bilan plus lourd, surtout qu'il y a des villageois, il y a des habitants de ce village dont on n'a pas de nouvelles jusqu'à présent. Une dernière question, Serge. Alors, comment expliquer la passivité des forces de défense sur place? J'ai pas entendu, excusez-moi. La passivité des forces de défense sur place.
Alors c'est très important. On a déjà entendu parler tout à l'heure d'une milice Dogon. Le problème, c'est que c'est un bourg qui est très éloigné de la ville. C'est dans une brousse cette localité-là. Donc les armes circulent librement, c'est très important. Il faut le souligner. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas arrivé à désarmer tous ces groupes-là. Le gouvernement avait lancé un ultimatum fin janvier en disant ceux qui ne vont pas désarmer jusqu'en fin janvier, on va les désarmer. Mais on ne les a pas désarmés. Donc, est-ce qu'il y a une collusion? Est-ce que l'État malien sous-traite sa sécurité avec des groupes armés? On a posé la question dans le Nord et il faut avoir le mérite, de poser la question au centre du Mali. Il faut pouvoir désarmer les gens. Si l'État n'est pas présent partout, il y aura toujours, à mon avis, cette insécurité. Merci beaucoup. Serge Daniel, je précise que vous êtes journaliste, écrivain, basé au Mali. Alors, il y a M. Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Dakar, qui vient de nous rejoindre. Monsieur Dakono, bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle souvent, Serge l'a dit, de cette rivalité entre les Dogons et les Peuls qui aboutissent souvent à des violences. En 2018, en novembre 2018, il faut le rappeler, ces deux communautés avaient fait la paix. Alors, aujourd'hui, est-ce que ce qui s'est passé, peut-on dire que c'est la résultante de cette rivalité entre ces deux communautés? Est-ce que le problème ne va pas beaucoup plus loin? Le problème, il va certainement beaucoup plus loin parce qu'il ne s'agit pas fondamentalement de rivalité entre Dogon et Peul. Nous sommes dans un environnement où les rivalités principalement socio-professionnelles ont toujours existé entre agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et d'autres types d'activités qui s'exercent dans ces localités-là. C'est vrai qu'au regard de l'insécurité grandissante, beaucoup de ces groupes socio-professionnels se sont repliés sur leur communauté. C'est ce qui pousse d'ailleurs à ramener le conflit ou la crise sécuritaire dans le centre du Mali à une dimension exclusivement communautaire. Mais il s'agit principalement d'affrontements d'abord socio-professionnels, des affrontements qui se font sur fond de compétition autour des ressources naturelles qui sont très limitées, principalement la question de l'accaparement des terres, mais également les luttes de pouvoir au plan local qui s'opéraient au sein des communautés et entre les communautés et qui se fait également sur fond de domination parce que par endroits nous sommes dans des sociétés hiérarchisées. Donc il ne s'agit pas principalement d'un conflit qui a opposé Peul et Dogon, mais il s'agit du fait que les Peul, les Dogon, les Bambara et toutes les communautés qui habitent ces localités ont été prises dans l'engrenage d'une violence qui est devenue au fil des mois extrême. Alors, M. Ngaïdé, est-ce que ce problème ne dépasse pas cette rivalité? Et également, une autre chose, les Dogons sont pointés du doigt, mais les Dogons nient toute implication à cette attaque. Bon, oui, bien, nous sommes dans le contexte d'une crise quand même qui a commencé à avoir de la durée. Et nous savons aussi une chose, moi, elle me vient toujours à l'esprit depuis quelques jours. La tactique des djihadistes, c'est le camouflage. Leur territoire s'étend en fonction de la capacité de camouflage de leurs combattants. Je me suis mis à douter, est-ce que Amadou Koufa, peut bien faire recours au camouflage pour peut-être réveiller ce qui est extrêmement dangereux et que nous devons surveiller, ce moi instinctif qui peut prendre une communauté. Puisque déjà, la stigmatisation, Amadou Koufa a déjà créé quelque chose de très dangereux, puisqu'on ne peut pas ne pas lier les actes d'Amadou Koufa au djihad des 19e siècle. C'est ça le grand problème. Le grand problème, c'est que les peuples sont devenus dépositaires de l'islam, et dépositaires d'un islam politique revendiqué par quelqu'un qui est issu de la communauté. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse très attention. Ils ont nié, ça peut être eux. Nous sommes aussi dans une frontière, n'est-ce pas? Et il y a aussi l'international des chasseurs qui existe de l'autre côté, en Côte d'Ivoire, et qui s'est institutionnalisé et qui sont impliqués dans la gestion même du politique en Côte d'Ivoire. Donc il y a énormément de choses qui sont en jeu
et que nous devons faire très attention dans nos lectures, d'autant plus qu'en réalité, cette catastrophe, elle peut aller plus loin. Ce n'est pas le Mali. Moi, je ne vois plus le Mali. Moi, les conflits qui vont détruire et faillir l'État, ce n'est plus le Mali qui est menacé. On en parlera plus tard, M. Ngaïdé. Alors, Bartaba, est-ce une violence intercommunautaire ou le problème va au-delà de cette rivalité entre Dogon et Peul? C'est une violence qui est instrumentalisée depuis le début par ce que j'appellerais des managers de la terreur. Ce ne sont pas des choses qui sont nées ex nihilo. Il y a des entrepreneurs de haine qui, sous prétexte de la religion, veulent installer le chaos aussi bien au Mali que dans le reste de l'Afrique. Je m'explique. Ngaïdé a tout à l'heure parlé d'Amadou Koufa, qui est lui-même un Peul, qui s'est engagé dans la voie du djihad. Mais les premières victimes d'Amadou Koufa, ce sont les populations Peul elles-mêmes, puisque Amadou Koufa a une lecture très différente de l'islam qui n'est pas celle des notables Peul. Il a plutôt instrumentalisé la misère, la marginalisation de jeunes Peuls qui sont laissés pour compte et qui ne sont pas les seuls. C'est un peu toutes ces populations que l'État malien n'a pas pu gérer. Donc ces entrepreneurs de haine surfent sur la misère, sur des frustrations qu'elles exploitent. Et ces populations, généralement, le seul contact qu'elles ont eu jusque-là avec l'État, c'est la douane, c'est les eaux et forêts, c'est les gens qui viennent leur faire un petit racket. Là où il y a absence totale de l'État, c'est un terreau fertile où ce genre d'aventuriers, comme Amadou Koufa, peuvent exercer une influence très néfaste et qui entraîne un cycle, un engrenage terrible. De la même façon, ceux qui s'autoproclament milices ou défenseurs de leur peuple, souvent c'est des entrepreneurs aussi de violence qui trouvent leur compte dans cette instabilité-là, qui s'autoproclament commandants de tel secteur, de tel groupe, etc. Mais généralement, c'est des profiteurs de guerre. Ceux qui ont planifié cette opération, qui l'ont exécutée, ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est un moyen de rendre les choses irréversibles pour que la mécanique infernale s'enclenche. C'est-à-dire que d'autres personnes se disent qu'on a tué nos parents, on va exercer des représailles. Ce qui est le piège parfait dans lequel il ne faudrait pas tomber. Parce que ça ne fera qu'allumer du feu, ajouter de la violence à la violence. Et cela interpelle au premier chef le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a été réélu sur la base de sa capacité à ramener la sécurité au Mali, alors qu'il avait déjà failli à le faire au premier mandat. On ne va pas revenir sur toutes les causes qui ont conduit l'État malien à la faillite. Il a sa part de responsabilité, comme ses prédécesseurs ont leur part de responsabilité. Mais aujourd'hui, le problème est très très sérieux. C'est un problème qui dépasse l'État malien. Et tous les voisins du Mali, à commencer par le Sénégal, qui est le seul pays qui a eu à partager un destin commun avec le Mali, doivent entrer en action. Le Sénégal est déjà très présent au Mali, surtout au centre, avec une force d'intervention rapide. Mais aujourd'hui, c'est l'un des rares pays qui dispose d'une armée professionnelle, républicaine, et le Sénégal doit faire monter son engagement. C'est demander au Sénégal des efforts supplémentaires qui sont très lourds parce que le Sénégal est engagé sur beaucoup de théâtres d'opérations, mais il n'y a pas de honte à aller demander de l'aide de ses voisins. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un devoir, parce que c'est un pays qui est un pays frère. Le Sénégal doit monter en puissance au Mali et surtout au centre pour aider le Mali pour que ce pays ne tombe pas. Et en aidant le Mali, le Sénégal cède lui-même parce que si le Mali explose, on aura bientôt les djihadistes à Dakar. Vous l'avez dit, Barka, parfois un sentiment de vengeance quand certains se font tuer. Alors, les Dogons, justement, ils accusent également la communauté Peul d'être de connivence avec les mouvements djihadistes et qui perpétuent des attaques contre ces éleveurs. Est-ce que sous ce rapport, on ne peut pas parler de vengeance de la part des Dogons? C'est vrai que le facteur extrémisme violent, ou pour faire court, terroriste, est utilisé de part et d'autre. Autant certains groupes d'autodéfense ou milices justifient leur activité par les connexions qui existeraient entre certaines communautés et les groupes terroristes, autant aussi certaines autres communautés, parce que la seule réponse qu'elles ont eue
face à l'insécurité, c'est d'avoir des alliés qui ont une puissance militaire qui puissent faire face à cette insécurité-là. Donc, de part et d'autre, il y a une prise en compte du facteur terroriste au sein de ces communautés. Mais encore une fois, il serait très risqué, et notamment pour trouver des réponses idoines, à ramener la crise sécuritaire dans le centre du Mali dans ses seules dimensions. Et ce qui est vrai, et je suis d'accord avec le prédécesseur, sur les facteurs sur lesquels prospère l'insécurité aujourd'hui qui sont présents dans le centre du Mali. Et l'un de ces facteurs, c'est justement les frustrations des communautés, les griefs qu'elles ont souvent les unes envers les autres, mais la plupart du temps envers l'État, qui, pendant de nombreuses années, a été perçu comme un État prédateur et qui n'a pas su apporter les réponses qu'il faut aux besoins élémentaires des communautés qui, depuis 2012, sont principalement la sécurité, la sécurisation de leur localité, de leurs personnes, mais également de leurs biens. Au-delà, les questions de justice, d'éducation, de santé. Le point sur lequel je voudrais insister, il a parlé tout à l'heure de l'intervention armée. Le défi ou la difficulté dans ça, c'est que l'intervention armée, que ce soit l'armée, comme il le disait, bien organisée du Sénégal ou d'autres types d'armées qui ont eu à faire face à beaucoup de types d'insécurité, peut-être ne sont pas prêtes à faire face au type de menace face auquel aujourd'hui le Mali est confronté, qui est la menace terroriste. On sait que la plupart des formations de ces armées sont focalisées sur le type de guerre conventionnelle qui oppose deux belligérants qui sont connus, qui sont identifiés. Alors que la menace d'un point de vue sécuritaire terroriste repose sur une lutte beaucoup plus asymétrique où les belligérants ne sont pas identifiés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui va au-delà du tout sécuritaire est que aujourd'hui, la seule réponse sécuritaire ne permettrait pas de venir à bout de la menace terroriste. Il faut des réponses globales, multidimensionnelles. Concernant les réponses, on en parlera plus tard. C'était juste pour dire que ça sera très utile aujourd'hui qu'on puisse avoir de l'engagement sécuritaire de la part du Sénégal, mais également de la part des autres États voisins, dans le cadre d'une réponse régionale face à cette menace qui est tout aussi régionale. Mais toutes les interventions sécuritaires doivent être revues ou pensées dans un objectif de court terme et parallèlement donner des réponses qui sont liées à la gouvernance, mais également à la prise en compte des besoins élémentaires des communautés en matière de santé, d'éducation et de justice. D'accord. Michel Gaïdé, alors, est-ce que vous pensez que cette accusation est avérée, que les Peuls sont parfois de connivence avec les mouvements djihadistes pour perpétrer des attaques contre les Dogons? Bon, les Peuls qui ont été tués, certainement, ne l'étaient pas. Mais Amadou Koufa est là représentatif de quelque chose. Moi, ça me pose problème. Souvent, quand je dois analyser, je dois partir d'Amadou Koufa toujours pour mieux comprendre, puisque c'est des réactions qui font renaître, ce que j'ai dit tout à l'heure, les anciens stéréotypes. Et le délit de faciès devient un élément fondamental, puisque le soupçon s'est mis en place. Moi, je viens d'un pays qui a connu une déflagration. La même chose. Je viens de Mauritanie, non? Et je suis là depuis 30 ans. Donc, il y a, dès que le soupçon s'installe entre deux individualités ou deux citoyens du même pays n'ayant pas la même culture, il y a quelque chose qui est rompu. Et cette chose ne peut être rétablie justement qu'en remettant en place l'État, l'administration. Mais malheureusement pour nous aussi, je crois que c'est l'État lui-même que nous devons attaquer maintenant, de manière plus sérieuse. Et prendre en charge de manière plus sérieuse les communautés telles qu'elles s'expriment dans leurs espaces. Parce qu'il faut qu'on ait le courage maintenant de dire la vérité, nous qui avons été à l'école, et qui vivons la même chose. Et qui, en réalité, d'ailleurs, c'est nous qui manipulons les choses. Parce que les populations ne savent pas. Amadou Koufa, il est quand même lettré en islam. Les autres intellectuels, nous, francisants aussi, on manipule les choses en fonction de nos orientations personnelles. Et en fonction aussi de la sous-région. Parce que la sous-région, elle est très dangereuse. Je pense que Barkaba, je discute avec lui depuis plus d'une dizaine d'années, je lui répète la même chose, que nous allons vers des déflagrations si on ne met pas les choses sur la table et qu'on discute de les choses.
Gombi, enfin je vais parler wolof, je suis en train de parler wolof. C'est-à-dire qu'il faut qu'on touche au furoncle. Il est là. L'ethnicité est là chez nous. Il faut qu'on l'affronte avec beaucoup de recul et avec beaucoup d'intelligence. Moi, je suis historien. Je dis que le futur est esquissé par le langage du présent. Et tant que le présent du passé est dans notre présent quotidien et il le perturbe, on ne peut pas avancer. Puisqu'il y a un présent, un hors-temps qu'on a mis à l'intérieur. C'est pourquoi il y a des problèmes. Parce que les stigmatisations sont liées à un hors-temps, une histoire hors-temps, et qu'on ramène. Moi, en tant qu'historien, j'ai des problèmes maintenant pour comprendre et le temps et la durée des choses. Parce que je suis à ce niveau. Et je crois que ce sont ces réflexions qu'on doit mettre sur place. Je suis d'accord qu'on décrive les choses, mais de plus en plus, il faut qu'on ramène les sciences sociales, les sciences humaines au travail. Puisqu'on nous a toujours considérés comme des poètes ou des philosophes errants. Mais en réalité, nous pensons les imaginaires des sociétés. Et c'est dans les imaginaires des sociétés qu'on peut retrouver les comportements qu'on est en train de voir actuellement. Tout est lié. D'accord. Alors, Barkaba, aujourd'hui, on parle du centre Mali, une zone qui était réputée calme au début de la crise en 2012. Mais aujourd'hui, depuis pratiquement 3 ans, la donne a changé. Alors, comment expliquez-vous ce déplacement de cette crise du nord vers le centre du Mali? C'est une suite logique. En fait, les choses ont l'air très compliquées, mais dans la stratégie des gens qui ont apporté le chaos au Mali, tout est d'une simplicité biblique. Le djihadisme a été importé au Mali par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ce sont les résidus de AQMI vaincus en Algérie qui se sont installés au nord Mali. Et déjà, il y avait une stratégie de communautarisation de ce djihad, de sa tropicalisation. Les émirs de AQMI qui se sont échappés de la fournaise algérienne ont commencé leur stratégie par épouser des femmes issues des tribus Touareg, etc., pour avoir de la parentèle stratégique. Et plus tard, ils ont progressé juste au centre aussi, de la même façon qu'ils avaient instrumentalisé les rébellions Touareg pour essayer de créer là-bas le chaos. Ils se sont mis en connexion avec un prêcheur violent qui s'appelle Amadou Koufa pour instrumentaliser les Peuls, pour créer une pseudo-question Peul qui n'existe pas, qui n'existe ni au Mali, ni au Sénégal, ni au Burkina, mais que des entrepreneurs de haine veulent créer. On veut créer de toutes pièces une question Peul. Le Mali est l'un des pays qui a le plus donné de leçons au monde en termes de diversité et de tolérance. Quand Soundiata Keïta a remporté la bataille de Krina, les gens ont mis en place l'une des plus belles chartes au monde, la charte du Mandé, la charte de Kouroukan Fouga, dont l'un des articles dit qu'aucune vie n'est supérieure à l'autre et qui interdit le meurtre et même la réduction de son semblable en esclavage. C'est au XIIIe siècle. Donc, ce qui veut dire que les gens n'ont pas intrinsèquement, ne sont pas des sauvages qui ne peuvent pas cohabiter. Dogon, Peul, Bambara, Bozo ont toujours vécu. Il n'y a pas de communauté où il n'y a pas de problème, mais les gens ont toujours pu réguler ce genre de problème. Les conflits entre éleveurs et sédentaires sont vieux comme le monde, on les retrouve un peu partout, mais il y a toujours eu des mécanismes de régulation. Le problème fondamental, c'est cet islamisme violent que des gourous, des fanatiques ont créé pour déstabiliser toute cette sous-région. Et le problème, c'est que aussi, certains de nos dirigeants ne sont pas à la hauteur de la tâche. Quelqu'un, je suis désolé de le dire, comme le président malien, et comme aussi son homologue burkinabé, sont complètement dépassés. Vous avez 2 premiers ministres qui ont été aux affaires, mais qui ne semblent pas faire preuve d'un leadership clairvoyant. Je ne dis pas qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils pouvaient tout régler, non. Ils ont leurs limites objectives, mais ils ont été très laxistes dans certaines prises de décision. Si on prend le cas du Burkina, qu'est-ce que Roch-Marc Christian Kaboré fait quand il arrive au pouvoir? Puisqu'il y a eu l'insurrection qui a remporté Blaise Compaoré, les gens sont traumatisés par le RSP, ils cassent le RSP, qui est une des rares forces organisées en Afrique de l'Ouest, qui était un vrai appareil sécuritaire mis en place par Blaise Compaoré. Aujourd'hui, les seuls rares experts
au niveau de nos États qui avaient des connexions et une très bonne connaissance des réseaux djihadistes sont en prison. C'est le général Djendere, c'est Djibril Bassolé qui est en résidence surveillée. Et il y a un Mauritanien, puisqu'on parle de Mauritanie avec Ngaïdé, les Mauritaniens sont les meilleurs connaisseurs de cette histoire djihadiste, tout simplement par leur proximité avec les réseaux du Moujao et de certains islamistes violents. Ce Mauritanien, Chafi, qui était aussi conseiller de Blaise Compaoré, il est un peu en errance. Voilà aujourd'hui les experts dont les États africains ont besoin. On peut les accuser d'être des pompiers pyromanes, puisqu'ils avaient souvent des relations pas très catholiques avec ces réseaux djihadistes. Mais au point où on en est aujourd'hui en Afrique, qu'est-ce qui empêche les dirigeants africains de faire preuve d'humilité, d'aller demander leurs expertises à ces messieurs, parce que la métastase est en train de prendre. Le problème, ce n'est pas que le Burkina ou le Mali. C'est déjà un miracle que ça ne prenne pas dans d'autres pays. Le problème est beaucoup plus profond. Mais le problème, justement, il existe au Burkina. Le Burkina est en train de vivre la même situation. Mais c'est une réplique exacte de ce qui s'est passé au Mali, toute proportion gardée. Aujourd'hui, toute la province du Soum au Burkina échappe à l'autorité de l'État central. Les militaires tombent comme des mouches dans des embuscades, et alors que c'était dramatiquement prévisible. Voilà des présidents africains qui ne sont pas très au fait de la situation sécuritaire de leur pays, qui ont eu de lourdes responsabilités, mais qui semblent être dépassés par les événements. Aujourd'hui, il faut une conférence sous-régionale. La CEDEAO, les autres États africains doivent faire tout pour aider leurs voisins. Justement, Barkaba, vous avez évoqué tout à l'heure le président malien. Alors, M. Dakono, après le drame, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu à Ouagadougou et dans la gestion de cette crise, il a pris des mesures en limogeant de hauts responsables de l'armée, mais également, il a dissous la milice d'Anna Amosogou, non sans promettre que le massacre ne restera pas impuni. Alors, comment appréciez-vous cette démarche du président malien? Est-elle une démarche à la hauteur? Sur la visite, peut-être il faut ramener la visite dans sa dimension symbolique. Dans cette dimension symbolique, elle pourrait avoir comme effet le réconfort moral que toute visite d'une autorité auprès de ses communautés éprouvées pourrait avoir. Maintenant, sur les mesures, elles doivent être considérées comme un début de quelque chose. Vous avez parlé de la dissolution du groupe d'autodéfense